Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Tu peux tous les ban là. Ban-les. Tricher pour remporter un événement sportif, Répondez honnêtement. Est-ce que vous avez déjà triché au moins une fois dans votre vie? Que ce soit sur un jeu vidéo. Non, d'abord sur un jeu vidéo. Est-ce que vous avez déjà triché sur un jeu vidéo? Oui? Ah bah vous... Ah ouais? Attends, autant? Ah, en fait, en dehors de GTA. En dehors de GTA. On enlève le fait que... Putain, même sur les Sims, les gars, je me rajoutais des 500 000 de crédits. Les gars, les Sims, je me rajoutais 500 000 de crédits. GTA, je faisais pop des grosses daronnes dans mon lit. Alors que j'avais 12 ans. Non, c'était le prime. Non, c'était vraiment le prime, les gars. Sur Fortnite. Par contre, est-ce que vous avez déjà triché sur un jeu en ligne? Qu'est-ce qu'il y a? Des points d'interrogation? Bah, vous connaissez pas le cheat code? Vous connaissez pas le cheat code, les gars? Non? Bah, je vous le donnerai pas. comprendre l'idée. Lance Armstrong a déjà dit l'essentiel. Oui, il s'est dopé. Tricher pour tout rafler sur un jeu télévisé, là aussi je comprends l'idée. Tricher pour faire flamber le casino, ouais, je comprends carrément l'idée. He's looking for something. He sees what we're doing and the money he's going to take from us. Il n'y a aucune de ces situations qui est moralement acceptable, mais c'est des situations dans lesquelles le tricheur a toujours beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Les gars, tricher pour gérer des grosses daronnes, là ouais, je comprends la triche, je comprends. Là où j'ai beaucoup plus de mal à comprendre l'idée, c'est lorsqu'une personne décide de tricher dans une pratique où il n'y a rien à gagner. Il y a rien à gagner en speedrun. Grand maximum, un peu de cyber-reconnaissance et une tendinite, c'est tout. Parce que d'accord, c'est un milieu hyper compétitif, ok, mais en même temps, c'est aussi un milieu profondément collaboratif. Quand un joueur... ça speedrun Wii Sport. Ça speedrun pour... Les gars, pour de vrai, ça speedrun Wii Sport, là. Découvre un nouveau glitch, découvre une nouvelle manière de tenir sa manette, découvre que mettre sa Famicom sur une plaque chauffante, ça permet d'éclater Dragon Quest 3. C'est toute la communauté qui en profite en réalité. Oui, à la fin, il y a toujours un gars qui clique plus fort que les autres et qui va s'asseoir sur le trône. Ok, mais en vérité, une victoire en speedrun, c'est toujours la victoire d'une communauté tout entière. Il n'y a aucun monde où tricher a le moindre intérêt en speedrun. Aucun monde, sauf peut-être le nôtre. Putain, en vrai, les gars, moi, j'aimerais trop avoir un jeu que je sais speedrun. Mais je suis trop nul, frère. En fait, moi, le problème, je suis trop nul sur tous les jeux. En fait, tous les jeux, je suis meilleur que les gros noobs, mais je suis trop nul par rapport à ceux qui sont trop forts. Imite-le, s'il te plaît. Je sais pas comment... J'arrive pas à imiter Combo, c'est trop dur, ça voix. J'ai speedrun Red Dead Redemption 2. Bah, c'est trop nul, ça. C'est trop nul. En vrai, si tu prends le temps de speedrun un jeu qui en vaut la peine. Red Dead Redemption 2, c'est un jeu... Je sais pas, en fait, je trouve que le speedrun Minecraft, il est vraiment stylé. Par exemple, le speedrun Minecraft, c'est pas mal. J'ai speedrun au shot, moi, l'autre fois. Bah, envoie une photo pour vérification. Envoie une photo pour vérifier, s'il te plaît. J'ai speedrun le sub-goal. Allez, ça... Non, parce qu'à l'été 1980, il y a un gars qui s'appelle David Crane, un employé de Atari, qui va voir son patron pour une augmentation. Et sa demande est légitime, vraiment, il touche 20 000 $ par an, il en rapporte plus de 20 millions à l'entreprise. Atari a aucune raison de refuser cette demande. Et Atari va quand même refuser cette demande. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait par contre, c'est que le gars en question, ça lui a pas plu, vraiment pas plu. Ça va carrément le mener à démissionner, mais ça va aussi le mener à se dire, tu sais quoi? Si les jeux que je fabrique ont du succès chez Atari, il y a aucune raison qu'ils aient pas de succès dans mon propre studio de jeux vidéo. Et c'est là que l'effet papillon entre en jeu. Parce que ce petit studio, tout frais, tout neuf, il va décider... Mais Activision, ça date d'il y a combien de temps, frère? ...de l'appeler Activision. Tu sais que moi, dans ma tête, je pensais que j'étais l'un des premiers gamers au monde. Mais en fait, et nos grands-parents, ils étaient déjà des gamers, en fait. Leur premier jeu, ce sera un jeu. Un plan pita parade. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Vincent? 21h46, poteau. Qu'est-ce que tu fais, frère? De course de Dragster, habilement nommé Dragster, ce sera aussi la boucle de gameplay la plus courte de l'histoire du jeu vidéo. Une partie complète de Dragster, ça ressemble à ça. Putain, le jeu de con. C'est quoi ça? Ok, donc on a un joystick et on a un bouton. Avec le bouton on accélère, avec le joystick on passe les vitesses. Les vitesses il y en a 4 et pour finir la course le plus vite possible, il faut passer en 4ème le plus vite possible. Sauf que ce changement de vitesse, il doit se faire en 2 temps. Incliner le manche à gauche pour débrayer, puis relâcher le manche pour embrayer. Si vous accélérez... Mais en fait le jeu a l'air juste chiant, frère. Le jeu a l'air juste vraiment chiant. Qui prenait du plaisir à jouer? Sans avoir relâché le manche, c'est simple, le moteur explose. Donc il faut jongler entre l'embrayage et l'accélérateur de façon très rapide pour aller le plus vite possible, mais aussi de façon très précise pour éviter de faire tout cramer.
C'est pas vraiment un jeu de course, c'est même pas du tout un jeu de course, c'est un casse-tête déguisé en jeu de course. Ouais. Et en 1980, ça, c'est un jeu de fou. Quoi 500 000 ventes l'année de la sortie. C'est la moitié du chiffre d'affaires d'Activision. Dragster, c'est un jeu très populaire. Et donc, C'est-à-dire qu'ils sont passés de Dragster à Call of Duty quelques années après, quoi. un jeu très compétitif. Sauf qu'on parle aussi d'un temps où la compétition dans le jeu vidéo, ça n'existe pas. Le terme e-sport n'existe pas, le terme speedrun n'existe pas. Comment on décide de qui clique le plus fort ? Eh bien, on le décide avec ça. Entre 81 et 83, Activision va publier au total 7 volumes d'une newsletter à la mise en page approximative dans laquelle on retrouve des nouvelles du studio, on retrouve des portraits des développeurs, on retrouve des infos sur les jeux à venir et on retrouve les plus gros scores des joueurs. Par contre, ça, c'est une dinguerie, les gars. Ça veut dire, genre, en mode, tu tapais ton meilleur speedrun, tu tapais ton meilleur temps, tu pouvais terminer dans le journal. Tu terminais carrément dans le journal. Bah, y a pas plus gros flex, en vrai. Alors on parle aussi d'une époque où un caméscope coûte un bras et demi, donc Activision ne demande pas aux joueurs de filmer leur performance, simplement d'envoyer une photo. Généralement, un Polaroid. Et il en fallait pas plus. À l'automne 81, les records commencent déjà à tomber, d'abord avec les Hunters, un père et son fils, qui terminent la course en 5 secondes 60. Putain, les photos, les gars, en vrai, je sais pas pourquoi, mais quand je vois des photos aussi vieilles, j'ai l'impression que cette époque, elle a jamais existé, frère. J'ai l'impression qu'ils étaient dans je sais pas, dans un autre univers, genre, c'est trop bizarre. C'est un qui seront battus quelques mois plus tard par 3 autres joueurs ex-aequo sur un 5,57, Greg Nichols, Tony Armstrong et un jeune lycéen qui s'appelle Todd Rogers. Et Todd Rogers, c'est particulier. C'est un gars qui tape des scores de fou sur presque tous les jeux Activision, Pitfall, Barnstorming, Grand Prix, il est juste partout. Alors lorsqu'un an plus tard, la nouvelle newsletter est publiée et qu'on y voit William Stewart et Kevin Kopachowski s'emparer du record Dragster avec un 5,51, évidemment, dans la newsletter suivante, le petit prodige Todd Rogers va lui aussi venir égaler ce record. C'est la toute dernière fois qu'un record sera publié pour Dragster. À partir de là, plus personne ne fera jamais mieux, mais vraiment plus personne. Mais comment il a Parce que triché, précisément 30 ans plus tard, en 2012, lorsque le livre Guinness des records est publié, on retrouve ce score de 5,51 sur Dragster en tant que record du jeu vidéo qui est resté le plus longtemps invaincu. Les gars, j'ai vu quelqu'un sur TikTok faire un record. Attendez. Pub du Rex. Mais c'est pas de ma faute. C'est ça que vous comprenez pas. Les gars, si vous cliquez sur mon live et qu'il y a une pub du Rex, posez-vous des questions sur vous-même, en fait. Les pubs, elles sont ciblées. Donc ça veut dire que t'es un chien, frère. C'est ce que je te dis. Les gars, regardez. Il essaie de battre le record du monde du mec qui pleure le plus longtemps. Et donc là, le boug, ça fait 2h07, il pleure. Comment on peut être sûr qu'il pleure, frère? Oh ouais, ça doit être dur de fou. Les gars, faut que je tente le record du monde du rire le plus long. J'arrive pas. J'arrive pas. Mais franchement, faut que je m'entraîne. En vrai, faut que je m'entraîne. Si j'y arrive, les gars, en vrai, ce serait cool, quoi. Je pourrais peut-être être dans le Guinness. Stylé d'avoir sa tête dans le Guinness, quand même. Attendez, je me remets là. Essaye ça. Kershak, t'es pas chaud de dire sur Discord, nous freestyle un petit truc pour voir si t'es le vrai? Un record attribué à Todd Rogers. Ok, il y a beaucoup trop de choses qui posent problème avec ce record. Déjà parce que de la part d'une entité hyper respectée comme le Guinness Book, se baser sur un Polaroid qui n'a jamais été rendu public, c'est questionnable, mais ce qui pose réellement problème, c'est que si vous avez bien suivi, ça n'a aucun sens que ce record soit accordé à Todd Rogers. Todd Rogers a égalé le score des 2 gars qui l'ont fait avant lui. Il est la dernière de ces 3 personnes à l'avoir obtenu. Pourquoi c'est lui qui figure dans ce livre? Ça... parce qu'en vrai, c'est le dernier à faire le record. Ça, je peux comprendre. N'a aucun sens, mais il y a une explication. Visiblement, Stewart et Kopachowski ont été disqualifiés. Quoi? Apparemment, David Crane lui-même aurait voulu savoir comment l'illustre Todd a fait pour réussir un score aussi fou, sachant que son... Moi, ce qui me filme, c'est qu'ils sont en train de créer un film sur un jeu qui a l'air pété du cul, je comprends pas. Super ordinateur personnel qu'il aurait conçu exprès pour connaître le temps minimum théorique sur Dragster, cet ordinateur lui aurait donné 5,54. Et de là, s'ensuit un très étrange coup de téléphone. One day, Jan Marcella called me up and said, "Hey, I want to know how you shift." And when I explained to her how I shifted, I engaged the clutch on the countdown, revved the engine to give my dragster fuel, and then popped the clutch at
before the zero to get some additional lift off on my dragster. She says, "Okay, well, I have something to tell you. There were 2 other people that tied your score, but they shifted identically to our perfect computer. We had a computer that did a perfect run of a 5.54, and they beat it using the same technique as the computer did, and they didn't understand how that could be possible. So they disqualified the 2 people for attaining that score only because I was the one that shifted differently than their computer did." Quoi? J'ai rien compris. Alors, ok, on va faire comme si tout ça avait du sens. On va se dire qu'Activision en avait réellement quelque chose à faire de qui va le plus vite dans leurs jeux vidéo, et on va se dire que le fait que ce soit John Marcella qui a appelé Todd, à savoir la personne qui triait le courrier chez Activision, ça aussi on va se dire que c'est totalement normal. Et si ça explique à peu près pourquoi les 2 autres joueurs ont été disqualifiés, ça répond pas à la question principale. Comment une entité aussi respectée que le Guinness Book a fait pour vérifier le 551 de Todd dont personne ne semble avoir la preuve? Et cette question, il y a peut-être qu'une seule personne au monde qui peut y répondre. Et c'est un gars qui s'appelle Walter Day. Walter Day, c'est un personnage de film dans la vraie vie. Moitié idéaliste, moitié escroc, c'est un gars dont la biographie officielle nous dit qu'il a été vendeur de pétrole, propriétaire terrien, vendeur de journaux anciens et joueur de piano amateur. Ce que cette biographie ne nous dit pas, c'est qu'il a aussi été grand amateur de LSD et autres méditations transcendantales. Pas de jugement, c'est les années 80. Mais au milieu de tout ça, Walter c'est surtout un mec passionné de jeux vidéo et il est persuadé que le jeu vidéo c'est beaucoup plus que juste un divertissement. Bah pour le coup il avait raison, hein. Peut-être qu'il prenait de l'LSD, il se droguait comme un malade mental, mais il avait raison, t'imagines? À cette époque-là, dire que les jeux vidéo ça allait prendre autant d'ampleur. Au final aujourd'hui, il y a même des gens, leur métier c'est de bien jouer à un jeu vidéo. Ils sont payés blindés pour ça, c'est une dinguerie quand même. En plus on est en plein dans l'âge d'or des jeux d'arcade et ça va lui donner une idée. En fait, à l'époque, les high scores des bornes d'arcade, ils sont stockés dans la RAM de la borne. Ce que ça veut dire, c'est que ces précieux high scores, ils sont éphémères. Et pour remédier à ce problème, et aussi parce qu'Internet n'existe pas encore, Monsieur Day, son idée, c'est de traverser les États-Unis d'est en ouest pour archiver les high scores de toutes les salles d'arcade du pays. Alors le projet paraît complètement fou, on est d'accord. D'ailleurs on n'est pas tout à fait sûr qu'il l'ait réellement fait, on n'a que sa parole pour y croire, mais une chose est sûre, c'est que cette histoire, ça va devenir le mythe fondateur de son projet. Twin Galaxies. Twin Galaxies, c'est une salle d'arcade, mais c'est pas que une salle d'arcade, c'est aussi beaucoup plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, si, admettons, vous avez envie de speedrun cet immonde disque et M&M's Kart Racing, bah, vous cliquez sur n'importe quel logiciel de capture vidéo, vous enregistrez la partie et vous la... Il a vraiment existé ce jeu ou pas, les gars? Il a vraiment existé. C'est un jeu DS, ça? soumettez sur speedrun.com. Le truc, c'est que speedrun.com, c'est l'évolution logique. Il existait sur Wii? M&M's Kart Racing. .com, c'est l'évolution logique de Speed Demo Archives qui lui-même est l'évolution logique du tout premier site d'archivage de records de jeux vidéo, un site qui en 2013 a eu la très bonne idée de s'auto-saborder en décidant de faire payer la soumission des records, et ce site, c'est Twin Galaxies. Ok. À cette époque, Twin Galaxies, c'est juste l'arbitre officiel de toute forme de compétition liée aux jeux vidéo, c'est la référence. Et ça répond à la question, parce que si le Guinness a validé la performance de Todd, c'est tout simplement parce que Twin Galaxies a validé la performance de Todd. Son record de 5,51 était bien présent et validé sur le site de Twin Galaxies. Mais du coup, comment eux, ils ont fait pour valider ce record ? Parce qu'aux dernières nouvelles, le Polaroid original, il est toujours introuvable. Ça fait 40 ans que personne n'a vu cette photo, et l'autre option... Et comment ils ont pu se dire, on prend un jeu éclaté d'il y a 40 piges, où il y a que 500 000 personnes qui ont acheté le jeu, et on veut savoir si c'est vrai ou pas, s'ils ont fait un record du monde. Je comprends pas, frère. Ça va trop loin. Pour faire valider un record, qui est celle de le reproduire... Bientôt, on va essayer de savoir, c'est qui a fait le record de Arab Drift Cars. En présence d'un arbitre de Twin Galaxies est une option que Todd Rogers n'a jamais souhaité faire. En fait, il dit même qu'il n'a pas besoin de le faire, il a déjà reproduit son record 2 fois supplémentaires. Une fois au Chicago Consumer Electronics Show et une autre fois au salon The Electronic Thing, mais pour l'un comme pour l'autre, bah y a visiblement aucun témoin vivant en tout cas. Et je sais pas, vous trouvez pas ça un peu louche que Twin Galaxies, qui est quand même censé être le leader mondial dans l'arbitrage de jeux vidéo, qui est une entreprise qui a la responsabilité de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, qui est une entité dont toute la crédibilité pourrait se faire one-shot sur une affaire comme ça, vous trouvez pas ça un peu louche qu'il valide un record aussi mystique sans poser de questions ? Moi aussi.
Mais il y a une raison à ça. Il y a une chose que je vous ai pas encore dit sur Todd Rogers. Quand je vous ai dit qu'il n'y a rien à gagner dans le monde du speedrun, c'est pas tout à fait vrai en réalité. Parce que si ton record du monde sur M&M's Kart Racing, il est vrai que tout le monde s'en fout, bah un record comme celui-là, couplé à des tonnes d'autres records du monde sur les jeux les plus populaires de cette génération, c'est pas tout à fait pareil. C'est quelque chose qui peut propulser une personne à un certain niveau de popularité. Activision l'a invité sur plusieurs salons, il s'est retrouvé en double page dans le en fait, le gars, c'est carrément, il est devenu famous pour ça. magazine Joystick en version shiny dans un jeu de cartes à collectionner. Le gars est même passé plusieurs fois à la télé, c'est pas rien. On parle d'une personne dont le surnom, c'est quand même le roi du jeu vidéo. Ok, je crois qu'on n'avait pas compris. En fait, je pense que là, c'était vraiment un jeu qui avait fait sensation, genre. C'était vraiment un gros jeu pour l'époque, en fait. Nickname, what is that? Oh, I have a number of nicknames. One of them is Todzilla. C'est comme si on prenait le French Monster Prime, Gotaga, à l'époque de Call of Duty, genre. is the king of video games. Ouais, le king du vidéo. Or Mr. Activision. Juste ça. C'est le genre de choses qui donne potentiellement des opportunités, et sachant que le rêve de Todd a toujours été d'un jour pouvoir travailler dans le monde du jeu vidéo, ça lui a donné l'opportunité de travailler dans le monde du jeu vidéo. Plus précisément, de travailler chez Twin Galaxies. Entre 1999 et 2012, son record a été validé par l'arbitre officiel du jeu vidéo. C'était lui l'arbitre officiel du jeu vidéo. Et grâce à la magie de Wayback Machine, on peut même retrouver un post ancestral dans lequel il avoue que ouais bon parfois ça pouvait arriver que Monsieur Rogers rentre ses propres scores dans la base de données. Et ça répond à la question, on sait comment Twin Galaxies a validé le record de Todd, parce que dans un communiqué à ce propos, on apprend que... En 1982, Activision a vérifié et authentifié le score de Todd Rogers sur Dragster. Ils ont ensuite publié ce score comme étant confirmé dans leur newsletter officielle. Donc en 2001, ce score historique a été importé dans la base de données de Twin Galaxies. C'est aussi simple que ça. Le 551 de Todd Rogers était écrit noir sur blanc dans la newsletter d'Activision, ce qui a suffi à Twin Galaxies pour l'incorporer dans sa propre base de données, potentiellement par Todd lui-même du coup, et ce qui a aussi suffi à Guinness pour considérer ce record comme totalement légitime. Donc en fait, le gars, il s'est mis lui-même dans la base de données, il s'est donné le record à lui-même, personne s'est posé des questions. Ça se trouve, il est trop gaze au jeu en fait. Ce que ça implique, c'est... Mais tout ça juste pour la fame, tout ça juste pour être reconnu, genre. Potentiellement une très grosse fraude en fait. Parce que si ce record est faux, ça révèle pas juste que Todd Rogers est un tricheur. Ça révèle aussi qu'une partie de l'histoire d'Activision a été bâtie sur des mensonges, que Twin Galaxies est une entreprise corrompue et que le Guinness Book est une entité incompétente. Est-ce que c'est le cas? Et en plus, le nombre de Guinness Book que j'ai vu dans ma vie. J'avais jamais acheté ce livre de ma vie. Hein. Mais à chaque fois que j'allais chez des potes, ils avaient au moins un Guinness Book de l'année 2011, 2013, 2015. Ça se trouve, tous les records qu'on a lus, ils sont faux depuis le début. Pas forcément. Déjà parce que je vous ai peut-être dit tout ça, pour vous faire croire à une vaste supercherie, mais au final vous régaler d'un plot. Ça, qui veut que je fasse un freestyle sur Discord? Mais viens sur Discord de faire un freestyle, frère. Si t'es le vrai Kershak. Twist de derrière les fagots et vous annoncer qu'en fait, Todd Rogers est réellement le god qu'il pense être. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont dans cette direction. Parce que quand on est directement allé demander à David Crane, il le dit lui-même, il dit que le record de Todd est réel, qu'il a été établi à l'époque par un joueur de l'époque et validé par les autorités de l'époque et qu'il ne devrait donc pas être remis en question. Et c'est assez délicat quand même de contredire la personne qui a créé le jeu. D'autant qu'à l'époque, il n'y a ni internet ni Photoshop. Falsifier un Polaroid pour un jeune de 16 ans sans argent, c'est juste pas possible. Et en plus de ça, avec la qualité de fabrication encore très aléatoire des cartouches de jeux vidéo, ça pourrait totalement juste être un bug. Et Mais les gars, faut y penser quand même. Parce que là, aujourd'hui, comme il dit, tu t'enregistres ta partie, tu la mets sur internet. Mais t'imagines que là, à l'époque, tu faisais un record de ouf, tu devais carrément choper un Polaroid, faire une photo, l'envoyer à la poste au créateur du jeu pour que lui il fasse un classement. Mais ça allait trop loin. Ce serait pas le premier, ça existe. Après, ça veut dire que peut-être qu'il a falsifié la photo. Vous pensez qu'il a triché comment en fait? Existe en speedrun des bugs qu'on arrive C'est juste qu'il est pas à expliquer. Encore aujourd'hui, on entend parler de potentiels rayons cosmiques pour justifier certains glitches qu'on n'a jamais réussi à reproduire. C'est quand même très probable que ce record soit réel et qu'on soit juste pas en mesure ni de le reproduire, ni de l'expliquer. Et ça, c'est ce que j'aurais dit à un tout petit détail près. Un tout petit détail que Todd avait sans doute pas anticipé. Ce détail, c'est l'évolution de la technologie. Wait a moment, I can do that. Ce gars s'appelle Eric Koziel. Dans la vie, il est ingénieur, expert en cybersécurité et en game design, mais dans le petit monde du speedrun, il est connu sous le nom d'OmniGamer.
Il fait partie de l'équipe technique des Games Done Quick, il a créé une plateforme de financement pour les compétitions de jeux vidéo, il fait des tutos pour aider les speedrunners à progresser sur les jeux qu'ils maîtrisent. Bref, OmniGamer c'est vraiment le tonton sympa du monde du speedrun en fait. Sympa, sauf envers une catégorie très précise de joueurs, les tricheurs. Et je vous avoue que pour les débusquer, le fait d'être un colossal nerd, c'est un atout plutôt pratique. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose dans un jeu, on est capable de juste dire « Attends, je vais l'ouvrir en deux et je vais fouiller à l'intérieur. » Et c'est précisément ce qu'il va faire avec Dragster. Il va l'ouvrir en deux et fouiller à l'intérieur. Il va décompiler le jeu pour étudier son code. Et les gars, est-ce que ce serait le premier gars à carrément avoir regardé dans le code pour voir s'il y avait une faille? En vrai, ça aurait été quasiment le premier à faire ça en fait. Vraiment pas si compliqué que ça. Déjà parce qu'il a un gargantuesque cerveau, oui, mais surtout parce que le code de Dragster, c'est 100 lignes. C'est une poignée de sable comparée aux 500 000 de Minecraft, c'est une goutte d'eau comparée aux 5 millions de WoW et une nanoparticule comparée aux 36 millions de GTA V. Donc OmniGamer décompile ce code. Et une fois que c'est fait, il va fabriquer un programme qui va tester toutes les combinaisons possibles, image par image, pour déterminer laquelle est la plus optimale sur Dragster. En fait, ce mec-là, c'est le Batman des jeux vidéo, en fait. Lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il y en a qui trichent? Genre, sa vie, c'est être chez lui à reprendre des codes et savoir si les gens ont triché pour des speedruns, c'est une dinguerie. Qu'elle permet d'atteindre le temps minimum et surtout, de combien il est le temps minimum. We done it, y'all. We got it. 5:57. Cannot get any better. 5 secondes et 57 centièmes. Son résultat, c'est 5,57. Le temps minimum qu'il est possible de réaliser sur Dragster, c'est 5 secondes 57. Ouais, mais donc en fait, lui là, avec ses 5 secondes 51, là, il essaie de douiller tout le monde. C'est juste, il a menti, quoi. En gros, il a menti. Mais comment le mec qui a créé le jeu, lui-même, il sait pas c'est quoi le temps le plus minime à faire? Je comprends pas, frère. 5,51 Todd Rogers n'est tout simplement pas possible. Et c'est pas un avis, c'est un fait, c'est les mathématiques qui ont parlé, c'est la technologie qui a parlé. Ce record est une vaste blague. Et que ce soit Todd Rogers, que ce soit Activision, Twin Galaxies ou le Guinness, ils en sont tous coupables. Ouais. Mais très sincèrement, je pense que si de tous ces acteurs, il y en a un à qui il faut pardonner, je crois que c'est Todd Rogers. Gars, imaginez la masterclass, genre là, ça le rappelle, il est obligé de prouver qu'il a fait 5,51. Il reprend la manette, il le fait vraiment. Ce serait une dinguerie. Parce qu'ok, il a pipoté sur un record du monde, d'accord, mais premièrement, c'était visiblement pas le seul, et surtout à cette époque, il n'avait que 16 ans. C'est difficile de blâmer un gars de 16 ans pour un tout petit mensonge qui, malgré lui, a pris des proportions colossales. C'est pas comme si l'entièreté de sa carrière avait été basée sur des mensonges. Parce qu'on parle beaucoup de Dragster et c'est normal, c'est son record le plus connu, mais quand on parle de Todd Rogers, faut pas l'oublier, on parle de plus de 2000 records du monde. Quoi? I hold over 2000 world records. Attends, quoi? Donc là, il y a un gars sur Terre, il a 2000 records du monde et moi, j'en ai même pas un. Et la semaine prochaine, je vais trouver un jeu gaze où il y a 10 personnes qui jouent à ce jeu et je vais prendre le record du monde. Mais lorsqu'une personne est prise en flagrant délit de tricherie sur un record, notre instinct nous supplie d'aller vérifier les autres. Notre instinct nous hurle que c'était peut-être pas une simple erreur dans le parcours d'un très grand joueur. Notre instinct veut savoir si Dragster, c'était pas juste le sommet de l'iceberg. Ok, sur Centipede, le second meilleur joueur est à 58 000 points, le record de Todd est à 65. C'est vrai que ce qui est vraiment bizarre, c'est que pour le coup, à chaque fois, il détruit les records. Et les gars, si on apprend qu'en fait, ce gars-là, il triche sur absolument tous les jeux, s'il a triché sur 2000 jeux, c'est une dinguerie. Smicark, le second meilleur joueur, est à 83 000 points, le record de Todd, c'est 1 200 000 sur... Attends, mais là, il y a quelque chose de bizarre, là. Donkey Kong, là où les pros qui, encore aujourd'hui, fument le jeu jour après jour, sont à environ 1 million, Todd Rogers est à 15 000. Ah mais c'est cramé. Sur cramé. Galaga, second meilleur joueur 616 000, Todd Rogers 20 millions. Sur Beam Rider, second meilleur joueur 3 948, Todd Rogers 999 999. Toujours plus. Et c'est aussi le cas sur Enduro, sur Journey Escape, sur Phasm et sur beaucoup d'autres. Mais je pense que vous voyez l'idée. Il semblerait que la plupart de ces records soient au minimum très douteux. Il est toujours à des années-lumière du second meilleur joueur. Et ça se pourrait qu'il soit juste terriblement plus doué que n'importe qui sur littéralement tous les jeux vidéo de la planète. Ça se pourrait, sauf que ça ne colle pas. Parce qu'en fait certains de ces records ne sont juste
pas possible. Son score sur The Legendary Axe qui termine par 90 alors que c'est un jeu dans lequel le score n'augmente que par vague de 50 points, ce n'est pas possible. Son score de 1698 sur Wabbit alors que c'est un jeu dans lequel le score n'augmente que de 5 par 5, ce n'est pas possible non plus. C'est doublement pas possible puisqu'aujourd'hui on sait que le jeu se coupe à 1300 points. Et dans Ouais mais frère, pourquoi les gens se posaient pas ces questions-là au bon moment aussi? Ils ont abusé, non? Barnstorming, là aussi on a décompilé le jeu, on a retiré littéralement tous les obstacles, toutes les collisions pour voir quel serait le temps minimum théorique en allant littéralement tout droit, et on s'est rendu compte que ce temps c'est 32,07, là où Todd avait enregistré un 32,04. Et la seule raison pour laquelle je vais pas pouvoir me permettre de vous détailler chacun des records trichés sur le CV de Monsieur Rogers, c'est la même raison de pourquoi aucune vidéo, aucun documentaire, aucun film ne pourrait vous les détailler. En fait, j'ai capté, il prend que des anciens jeux. Il prend que des anciens jeux et il ment. Genre des jeux où il y a plus beaucoup de gens qui jouent, etc. Il sait qu'il y a pas de concurrence. Les gens, ils vont pas trop chercher et il commence à mentir. Il dit qu'il a 2000 jeux à son actif. Avoir plus de 2000 records du monde et ils sont probablement tous faux. Le roi du jeu vidéo n'est qu'un roi du mensonge. Oh non! Et le château de cartes s'écroule. Putain, le content, il l'a invité sur Twitch. Alors que c'est devenu un daron. Les gars, le Todd Rogers, c'est devenu un grand-père. Il l'a invité sur Twitch pour lui dire « Espèce de sale tricheur, on t'a démasqué !» Quelle dinguerie, quelle dinguerie. Someone's actually looked at the code, read the code. In fact, multiple people, I think it's 3, maybe 4, have looked at the code, analyzed the code, read the code, and said, I have looked at this code, I have studied it, it's less than 100 lines of code, I know what's going on, and after reading the code, I am sure there's no way Todd could have got the score. Quelle dinguerie. Well, I say that they weren't there to watch me play it, so who are they? Go get a TARDIS and go back 35 years, we'll be impressed. Alright. Ah, je suis mort. C'est quoi cette excuse? La suite de l'histoire c'est quoi? C'est que Twin Galaxies l'a banni à vie et a retiré tous ses records, même chose pour le Guinness, et ça aurait probablement dû s'arrêter. Attends, bah ok, bah le Guinness World Record là ils l'ont enlevé, mais en attendant ils vendent encore des livres, pas les livres de 2013 que t'as acheté, et il y a toujours sa tête, ça me fume. Là, mais le vieux monsieur ne va pas partir sans livrer une dernière bataille. Au mois de janvier 2020, il porte plainte pour diffamation. Il décide de ne pas faire appel à un avocat, il décide de se représenter lui-même et il espère récupérer ses records, son honneur et pourquoi pas aussi... Les gars, ça me fume. Les gars, il est parti carrément au tribunal pour récupérer ses records, alors que c'est un menteur. C'est vraiment une dinguerie. Aussi beaucoup d'argent. Sauf que ce qu'il a oublié de prendre en compte, c'est que si une personne A dit quelque chose de mauvais ou de nuisible sur une personne B, mais que les faits énoncés sont réels et vérifiables, alors dans ce cas-là, on ne peut pas parler de diffamation, on parle simplement de cracher des faits. Et là, bah, les faits sont là. Donc sa plainte sera classée sans suite. Todd va porter plainte une seconde fois. Cette fois-ci pour interférence préjudiciable. Ça n'a pas d'équivalent exact en droit français, mais en gros ce que ça veut dire c'est que ce bannissement aurait porté atteinte à une relation professionnelle contractuelle déjà en place. La relation en question, c'est la potentielle fabrication d'un livre en collaboration avec Twin Galaxies. Un livre qui, d'après ses calculs, aurait dû lui rapporter 964 842 $, c'est très précis, mais qu'il n'a pas pu publier à cause de la mauvaise presse que toute cette affaire a eue sur lui. En fait, ce gars-là, il vivait de ses faux records. En fait, il se faisait de l'argent de baiser, frère. Il mentait de fou, comme quoi il avait des records du monde, et il gagnait de l'argent. Il porte plainte pour récupérer l'argent qu'aurait dû générer un livre qui donc n'existe pas. Voilà. Un jour, on regardera aux États-Unis, les gars, il y a des gens qui portent plainte sur des trucs et ils reçoivent blindés d'argent. Genre, je me souviens d'une histoire. L'histoire, elle est folle. Il y a une meuf, elle a mis son chat dans le micro-ondes. Il est mort. Et elle a porté plainte contre la marque du micro-ondes et elle a reçu genre des millions d'euros. Parce que le micro-ondes n'avait pas mis dans le mode d'emploi qu'il fallait pas mettre des animaux dedans. C'était malade, je vous jure, aux States, c'est n'importe quoi. Et ça, couplé au fait qu'il a encore une fois décidé de se représenter lui-même, qu'il a donc rédigé lui-même sa plainte dans laquelle il a, premier degré, mal orthographié son propre nom de famille, comment vous dire que ça a, une nouvelle fois, été classé sans suite. Et je trouve que c'est à ce moment que cette histoire devient surtout triste en vérité. Tricher sur un speedrun c'est grave, mentir sur des centaines de scores c'est impardonnable, mais être tellement enfoncé dans ses propres mensonges qu'on va jusqu'au tribunal pour essayer de récupérer des records que l'on sait être faux depuis le début, c'est tragique. Todd Rogers a construit toute sa vie,
toute son identité sur un mensonge, plusieurs mensonges, une montagne de mensonges, et si vous lui enlevez ces mensonges, il ne reste plus rien. Et j'aurais aimé vous dire qu'il a été une leçon pour le reste du monde du speedrun, que sa déchéance a mis un stop à quiconque aurait l'idée de tricher, mais malheureusement, cette leçon, le monde du speedrun ne l'a jamais retenue, et les tricheurs n'ont jamais cessé d'exister. D'une certaine façon, c'est un peu aussi parce que les speedrunners n'écoutent rien, n'écoutent pas lorsqu'on leur dit de lâcher l'affaire, n'écoutent pas lorsqu'on leur dit que quelque chose est impossible, que cette discipline a pu devenir ce qu'elle est devenue. En fait, je comprends tellement quand t'as des speedrunners qui ont la rage sur les tricheurs. En vrai, ça doit être une dinguerie parce que quand tu speedrun un jeu, tu deviens matrixé de ce jeu, frère. Tu fais que ça de ta vie. Only Up, le speedrun, je l'ai jamais vu, mais il doit être violent. Mais aujourd'hui, une tricherie d'une telle ampleur, qui s'étend sur plus de 40 années, sur plus de 2000 jeux et qui met directement en porte-à-faux des colosses de l'industrie, c'est juste inimaginable. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'y aura plus jamais un tricheur comme Todd Rogers. Il y avait des émissions télé sur lui. Je m'entraîne 4 à 5 heures par jour. Putain, il y a quand même des gens, c'est des escrocs sur cette terre. Ils ont réussi à escroquer jusqu'à la fin quand même. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Magnifique, magnifique. En fait, au début, je comprenais pas trop, etc. Mais l'histoire est folle. En vrai, l'histoire est folle.